Très bien. Après la partie action, comme on vous l'avait dit, il est temps de passer à la partie réflexion. Et là, nous avons l'immense plaisir d'inviter celui que vous, toutes et tous, attendez. J'ai le plaisir d'inviter Maxime Blondeau à me rejoindre sur scène. Voilà. Alors, Maxime Blondeau est cosmographe. Vous allez découvrir avec lui ce que ça signifie. Il va vous le raconter. Il est aussi maître d'enseignement à Sciences Po Paris et à Mines Tech Paris. Il a publié récemment un magnifique livre. Je dis qu'il est magnifique parce que non seulement je l'aime, mais chaque jour je trouve qu'il est magnifique. Je ne regarde pas tous les jours, soyons sincères, mais c'est vraiment un splendide ouvrage qui s'appelle Géoconscience. Et je suis d'ailleurs pas le seul à trouver qu'il est très beau parce qu'il a gagné le prix Environnement cette année, 2025. Et vous pouvez le découvrir juste à la sortie. Donc sans plus attendre, je donne la parole à Maxime Blondeau qui va nous faire toutes et tous réfléchir sur la place des nations. Maxime. Eh bien, Excellences, Mesdames les ambassadrices, Messieurs les ambassadeurs, chers diplomates, étudiantes et étudiants, chers habitants de Genève, je dispose de 40 minutes pour accomplir une sorte de prouesse, vous partager un nouveau regard sur les nations. Et je compte bien réussir. Comme vous le savez, il se produit en ce moment, partout, une métamorphose rapide qui fascine autant qu'elle inquiète, un dérèglement des flux de la Terre, une accélération technologique et une crise des lieux. Et les signes de ces changements sont partout visibles. L'étoffe de la vie se rétrécit sous nos yeux. Sur tous les continents, les violences se mettent à séduire de nouveau. Et partout, nous perdons nos repères dans l'espace et le temps. Alors, dans ce contexte, on me donne maintenant l'occasion de poser ici une question dans la Cité de la Paix, Genève. Une question simple et peut-être plus profonde qu'il n'y paraît. Au fond, à quoi servent les nations ? Alors, certains répondront d'emblée, désabusés, qu'elles ne servent à rien. Évidemment, je crois qu'ils se trompent. D'autres diront que les nations, ce sont surtout les frontières, et qu'en fait, elles servent surtout à faire la guerre. Et elles ouvrent encore des plaies béantes sur nos frontières au moment où je parle, en ce moment même. Et elles mènent sans le vouloir une autre guerre, plus ancienne celle-ci, plus permanente, une guerre sans répit contre le vivant. D'autres considèrent, et je crois que beaucoup sont ici, que les nations sont au contraire les instruments de la liberté, de la justice et de la paix. Mais même si ceux-là ont raison, c'est en fait une réponse qui ne me satisfait pas vraiment. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on devrait pousser la question même encore plus loin. Nous tous, nous qui voyageons, qui commerçons, qui consommons les fruits de la terre, les citoyens des républiques, des monarchies, nous qui vivons, qui mourons quelque part, nous qui chantons, qui vibrons sous les drapeaux, qui aimons le football, les Jeux olympiques, à quoi nous servent les nations ? Aux entreprises, aux corporations, aux puissances technologiques, celles et ceux qui transforment les lieux, qui jettent des ponts de métal entre les frontières, celles qui détruisent, celles qui soignent, aux vendeurs et aux acheteurs, à quoi leur servent finalement les nations ? Et puis, il y a les clergés et les gouvernements, ceux qui racontent notre passé, ceux qui administrent le présent, ceux qui dessinent l'avenir, ceux qui exacerbent les passions trop humaines, occultant parfois des dimensions entières de nos réalités, ignorant la présence des non-humains autour de nous, du monde végétal, du monde animal, du monde microbien. À quoi peuvent bien leur servir les nations ? En fait, on devrait tous prendre une grande inspiration et se reposer la question. Et en le faisant, je m'expose peut-être au risque d'être traité plus tard, d'être catalogué comme un nationaliste ou comme un mondialiste, peu m'importe.
Je suis là parce qu'on m'a fait confiance. Merci pour ça. Pour vous partager une vision, celle d'un homme en 2025 qui vit à l'extrémité ouest de l'Eurasie, en Bretagne, et qui porte un regard singulier sur l'espace et le temps. Alors depuis plusieurs années, je fonde mes actions et mes idées sur une science humaine très ancienne que j'essaye de raviver et qui s'appelle la cosmographie. La cosmographie, c'est un art qui n'existe plus vraiment, qui explore depuis des millénaires la relation entre le langage et l'univers. C'est une approche qui interroge les lieux par les récits, par les images et par la technologie. La cosmographie, littéralement, c'est un mot qui signifie l'écriture de l'univers. Alors c'est une idée qui peut sembler peut-être grandiloquente à première vue, mais en fait les humains la pratiquent depuis toujours. Depuis la préhistoire, on la pratique. On la pratique dès l'enfance, quand on dessine sur des feuilles blanches des paysages et des ciels en couleurs. On dessine l'univers. On la pratique quand on dessine des cartes au quotidien, quand on dessine des horloges. On la pratique tous les jours dans l'entreprise, en politique ou en religion, parce que nous avons besoin de donner un sens à notre action, nous avons besoin d'un imaginaire de l'espace et du temps. La cosmographie, c'est donc une manière d'interpréter le monde et d'agir, et de questionner ce que nous appelons le chaos et l'ordre du monde. Faire naître un récit commun par le mariage entre trois dimensions, le territoire, la technologie et l'imaginaire. Et c'est ça, en fait, la cosmographie, la rencontre entre territoire, technologie et imaginaire. Et c'est là qu'apparaît de nouveau la nation. Alors, d'illustres prédécesseurs, je vous partage ici une carte d'époque de la Ligue des Nations, qui s'est constituée ici à Genève. Et d'illustres prédécesseurs ont produit des textes ou des conférences lumineuses sur l'idée de nation. Je pense à Ernest Renan, bien sûr, au maître indien Tagore, à Hannah Arendt ou l'historien français Pascal Horry. Et si, comme eux, je cherchais à définir qu'est-ce qu'une nation, eh bien, je répondrais en fait que la nation, ce n'est pas seulement un territoire ou un corps, ce n'est pas seulement un outil ou une machine, ce n'est pas seulement une âme ou un esprit, c'est en fait la rencontre fertile entre les trois. Un territoire, une nation, c'est un territoire, c'est une technologie et c'est un imaginaire. Alors avec des pondérations qui varient dans le temps, bien sûr, plus ou moins de poids qui sont donnés à l'un ou à l'autre au rythme des aventures humaines. Car si l'histoire est un récit dans le temps, le territoire est un récit dans l'espace. En appliquant ma méthode à la nation, ou en fait plutôt aux nations au pluriel, je ne poserai pas sur elle un regard qui antagonise et qui oppose, je poserai plutôt sur elle un regard qui relie et qui compose. Une voix qui donne des repères, qui emboîte le pas d'une humanité millénaire, qui vient de loin et qui ouvre, si possible, un chemin sûr pour notre jeunesse. Et je pense à mes propres enfants quand je dis ça. Alors aujourd'hui, dans le hall du bâtiment, peut-être que certains l'ont vu, peut-être que certains sont passés trop vite, nous inaugurons une exposition pilote. C'est un exercice de cosmographie, en fait, de représentation de l'univers, de l'espace et du temps, que nous avons baptisé « Place des Nations ». C'est une pensée collective qui a pris la forme de 50 colonnes qui se dressent vers le ciel, 3 mètres de haut. C'est un peu quelque part entre le temple et l'Atlas. Et chacune de ces faces donne à voir une des nations du monde. Ce dispositif a vocation à devenir itinérant sur les places publiques. Il ne s'est pas voulu comme un alignement de drapeaux, mais plutôt comme une carte, justement. Une orchestration symbolique de la manière dont toutes les nations peuvent se tenir fièrement côte à côte, car les nations appartiennent à un même lieu, à mi-chemin entre la terre et le ciel. Et bien justement, et ce sera le thème de ce discours, je crois que c'est ce qu'elles font, les nations humaines. En fait, elles jettent un pont entre la terre et le ciel. Alors nous savons bien que les nations participent à notre équilibre économique, mais on le dit moins,
les nations participent aussi à notre équilibre cosmique, c'est-à-dire spirituel et psychologique, d'un côté, mais aussi matériel et physiologique, d'autre part. Or, c'est précisément cet équilibre-là, ce double équilibre qui est en train de se rompre entre la terre et le ciel. Là, je ne vous parle pas du tout de religion, attention. Je suis en train de parler de la relation physique, biologique, entre la terre et le ciel. Je vous parle d'énergie et de climat. Alors, entre la terre et le ciel, l'océan et les montagnes, notre habitat, notre monde, alors ça, c'est Place des Nations, j'ai oublié de cliquer. Notre monde, tel que vous voyez ici, notre monde océan, est en train de se dérégler. Et la vitesse fulgurante de l'évolution du climat en ce moment, eh bien, ressemble à s'y méprendre à une sorte d'inflammation, une inflammation de la Terre. Il y a quelques millions d'années, vous le savez peut-être, les premiers arbres sont apparus pour aller nettoyer notre atmosphère qui était riche en carbone. Et les troncs se sont formés en absorbant le carbone du ciel. C'est comme ça que les arbres sont apparus. Il y a encore quelques siècles, le carbone, qui était l'héritage de ces troncs d'arbres, de ces milliards de troncs d'arbres sur des millions d'années, était encore enfoui sous la terre. Eh bien, où est-il aujourd'hui ? Il flotte aujourd'hui dans le ciel. Et il obscurcit l'avenir. Alors, la figure de l'arbre, pour moi, ce n'est pas qu'une métaphore, c'est une réalité bien physique, une réalité biologique, c'est un pont bien vivant, un catalyseur, c'est un trait d'union entre la terre et le ciel. Mais physiquement, qu'est-ce qui relie la terre et le ciel, justement ? Eh bien, c'est l'eau. Et l'eau du monde aujourd'hui, l'eau n'est plus très claire. L'Université de Stockholm vient de démontrer que les polluants éternels sont désormais présents dans la pluie partout sur la Terre. En 2025, les cycles de l'eau, les petits et les grands, sont si perturbés qu'il est maintenant recommandé de ne plus boire l'eau du ciel. Nous ne pouvons plus boire l'eau qui tombe du ciel. Alors qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là ? Qu'est-ce que les humains ont construit qui ont causé tant de torts, au nom de Dieu parfois, au nom de l'être suprême, au nom de la justice, au nom de la liberté ? Eh bien, je crois que précisément les nations font partie du problème. Les nations sont, dans notre univers, comme toute technologie en fait, les nations sont ce que les Grecs appelaient un pharmakon. Un pharmakon, c'est un concept qui désigne à la fois un remède et un poison, une substance dont l'effet dépend du contexte, de l'intention et surtout de la dose. Un pharmakon, comme tout médicament, c'est quelque chose qui peut guérir, mais à une certaine dose peut corrompre. C'est quelque chose qui peut soigner et qui peut détruire, car tout dépend de son usage. Et c'est là qu'on revient à la question initiale, à quoi servent les nations ? Si les nations sont un soin, alors il faut les défendre. Et si les nations sont un poison, alors il faut les combattre. À l'horizon, nous le sentons tous, une tempête est en train de se lever. Le Global Center for Climate Mobility, par exemple, rattaché à l'Assemblée générale des Nations unies, a annoncé ce chiffre hallucinant, que nous n'avons pas encore tous bien intégré, je pense, d'1 milliard de déplacés climatiques avant 2050. 1 milliard de déplacés climatiques avant 2050. Dans ce contexte de métamorphose des lieux, des liens, des identités, parce qu'il va y avoir un paquet d'exilés, eh bien, nous devons absolument repenser les nations comme un chemin pour soigner notre relation à l'autre et pour soigner notre relation au monde. Comme tout être, comme toute histoire, comme tout instrument, les nations ne sont ni bonnes, ni mauvaises, ni neutres. Quoi qu'on en dise, je crois qu'elles demeureront, qu'elles le resteront pour un moment, l'un des principaux moteurs de l'histoire. Alors maintenant, je vais vous partager en 10 minutes ce qu'en 10 ans de réflexion, de lecture, de rencontres,
j'ai compris de la perception humaine du territoire et comment nous pouvons appliquer précisément cette approche, que j'appelle cosmographique, aux nations et à leur avenir. La relation entre l'humanité et son territoire se construit, vous le savez, depuis toujours sur des récits fondateurs, sur des histoires que nous partageons, parfois très anciens, des mythes à la résonance fabuleuse. Ce sont des récits de création de l'univers qu'on appelle des cosmogonies. La plupart d'entre vous ont sans doute entendu ce terme. Des récits de création de la vie, ce qu'on appelle parfois des cosmovisions, c'est-à-dire des visions de l'univers. Eh bien, ces logiciels culturels, on croit qu'on y échappe. Ce graphisme collectif, on croit que nous en sommes exemptés, mais nous n'y échappons pas, nous non plus, dans notre époque. Toutes les civilisations de tout temps produisent leur propre vision de l'univers. Et on peut prendre par exemple ici une vision qui a été partagée par les populations et les sociétés scandinaves, les Vikings, qui se représentaient un axe du monde qui reliait précisément la terre et le ciel, un arbre qui s'appelait Yggdrasil, et qui composait un monde supérieur et un monde inférieur. Eh bien, cette vision du monde avait un impact sur le développement religieux, bien sûr, mais aussi sur les formes de l'urbanisme, mais aussi sur le commerce, mais aussi sur le développement militaire. En fait, ça avait un impact très concret sur l'organisation des sociétés, au sens physique et matériel. Mais c'est valable aussi dans un monde plus proche de nous, le monde chrétien de Dante, par exemple, à droite, où on voit s'enchaîner des cercles concentriques d'enfer et de paradis qui nous mènent jusqu'au 7e ciel, une expression qu'on utilise encore en français, peut-être dans d'autres langues. Et puis, il existe aussi des récits identitaires, c'est-à-dire des mythes fondateurs d'appartenance ou de coexistence, qui, lorsqu'ils s'appliquent à la nation, prennent le nom parfois de romans nationaux. Toutes les sociétés, en fait, ont besoin de comprendre l'origine de la vie autour d'eux, d'articuler les puissances de la terre et du ciel, et de définir la juste place des êtres dans l'espace et le temps. On se demande très jeune, moi j'ai 2 enfants qui ont entre 3 ans et 6 ans, et qui déjà commencent à se poser des questions d'ordre cosmographique. Pourquoi est-ce qu'il y a la Lune? Pourquoi est-ce qu'il y a la forêt? Qui a inventé la vie? Comment est organisé finalement l'univers? Et d'où est-ce que je viens? Toutes ces questions, dans toute la diversité des peuples et des cultures, eh bien, peuvent être distinguées en 3 grandes catégories de récits. Le premier est celui qu'on pourrait appeler le mythe de l'émergence, c'est-à-dire un mythe qui raconte la création de la vie comme venant de la terre elle-même, venant du monde lui-même. C'est le mythe de l'œuf cosmique, par exemple, qu'on retrouve partout, de l'émergence océanique, c'est-à-dire que la vie sort de l'océan, ou les mythes qui utilisent des métaphores végétales et animales, c'est-à-dire que c'est l'idée que la vie vient du sol, qu'elle émerge d'un corps, qu'elle est en fait immanente. C'est le mot qu'on emploie. C'est une représentation, vous le remarquerez peut-être, qui est empreinte d'un caractère très féminin, parce que l'humanité y reconnaît sans doute les gestes de sa propre venue au monde. C'est donc un premier mythe, une première forme de mythe qui affirme que la vie naît de la terre. Mais il y a une deuxième catégorie de mythes, un deuxième schéma pour expliquer l'origine de la vie. C'est le mythe du ciel. C'est un mythe de la transcendance, par opposition à l'immanence. Cette fois, on n'est plus sur l'idée que la vie a été créée par le monde lui-même, qu'elle en émerge, mais on est sur l'idée que la vie a été apportée de l'extérieur par un créateur. Une puissance transcendante, un semeur qui est venu du ciel pour apporter la vie sur la terre. Ce sont les figures, par exemple, de l'oiseau tonnerre, qu'on va retrouver sur plusieurs continents, ou les figures plus classiques du dieu céleste, armé de sa foudre, ou tout simplement du créateur de l'univers. Et puis enfin, il y a un troisième cadre de pensée de l'origine de la vie. C'est le mythe qu'on appelle en anthropologie religieuse le mythe du plongeur cosmique. C'est un mythe qui est une représentation qui articule une représentation cyclique de la création de la vie. C'est-à-dire un univers qui est pensé
non pas comme une émergence ou comme une transcendance, mais comme un cycle récurrent qui peut être binaire ou ternaire, comme un plongeur qui prend appui sur la terre, qui monte vers le ciel, qui s'élève et puis qui redescend pour atterrir. Dans ce modèle, souvent les dieux et les humains doivent trouver leur juste place afin de maintenir l'harmonie, la paix et la résonance de l'univers. Après l'émergence, la transcendance, la troisième lecture de l'origine de la vie, c'est la résonance. Alors pourquoi est-ce que j'insiste sur ces trois visions, sur ces trois mythes, ces trois récits de création de la vie ? Eh bien parce que j'y lis non seulement le chemin de notre conscience collective du territoire, mais j'y lis aussi le chemin des nations. Le mot « nation » vient du mot « naître », en latin, « nascor ». La nation, c'est ce qui naît, littéralement. Chez les Romains, qui ont été les premiers à utiliser ce terme, le mot « nation » désignait les peuples qui étaient issus d'une même terre et d'une même matrice culturelle. Le mot « nation » était très proche du mot « nature ». En fait, c'était une vision de l'émergence, la création de la vie par la terre elle-même. En France, et j'ai été surpris d'apprendre ça, au XIIIe siècle, les nations désignaient encore, dans la Sorbonne, dans les universités, les groupes d'étudiants qui venaient de Bourgogne, de Picardie, de Champagne. C'était les nations étudiantes. Et en fait, c'est encore dans ce sens qu'on utilise le mot en Amérique du Nord, par exemple, quand on parle des Premières Nations, pour désigner les peuples autochtones, ou en Chine, quand on parle des dizaines de nations, pour désigner les minorités ethniques. C'est une première représentation de la nation, celle qui émerge. Mais il existe des visions plus transcendantes qui sont imposées aussi dans l'histoire par la voie, cette fois-ci, plutôt des religions du ciel, les religions du livre, par exemple, judaïsme, christianisme, islam, et puis par les États-nations. Les États-nations, dès 1658 au XVIIe siècle, quand les traités de Westphalie ont engendré le premier État-nation, peut-être que certains ne le savent pas, ce sont les Provinces-Unies qui sont devenues les Pays-Bas modernes, eh bien, une nouvelle organisation de l'espace est née, une sorte de transcendance qui a justifié un acte normatif, un texte de loi, un acte qui a consisté en l'organisation juridique d'un système technique, d'une technologie qui a rencontré un peuple et un territoire. Mais parfois, l'esprit de cette émergence dont on parle, la nation qui émerge, a ressurgi dans l'histoire, et elle continue à le faire comme une espèce de bulle qui éclate, comme une vague ou comme un tremblement de terre parfois. Ce sont les séparatismes, ce sont les velléités d'émancipation, les nationalismes ethniques, les nationalismes culturels. Dans un texte de 1917, l'historien italien Guglielmo Ferrero, un texte qui m'a longtemps fasciné sur le germanisme et le latinisme, a proposé la théorie d'une oscillation historique dans toutes les civilisations entre un idéal de puissance et un idéal d'harmonie, et que toutes les civilisations y passent. Alors souvent, nous, tout le monde le fait, on a le réflexe d'associer aux nations l'idéal de puissance, justement. Mais en réalité, les voies de l'harmonie germent aussi partout dans les nations du monde. Et je crois qu'il devient justement urgent d'aller le chercher là où il se trouve. Les peuples d'Afrique, d'Asie, d'Amérique et d'Océanie, au moins autant que l'Occident, sont porteurs de projets universels. Eux aussi, dans leur histoire, dans leur construction, ils portent une certaine vision du cosmos qu'il serait sans doute bon d'intégrer dans notre projet d'ordre du monde. Ça peut être par exemple le Tianxia chinois, qui signifie justement « sous un seul ciel », et qui se pense comme une quête d'harmonie, un cosmos politique et moral, un ordre du monde qui est fondé par exemple sur la piété filiale, mais précisément sur la relation entre la terre et le ciel. C'est une vision qui présente des déséquilibres, bien sûr, aussi, comme celle de l'Occident, peut-être pas entre la terre et le ciel, mais entre le centre et la périphérie, par exemple, on pourrait en parler longtemps. Il y a aussi, par exemple, l'Ubuntu africain, que certains peut-être ne connaissent pas, qui est une forme de philosophie relationnelle qui fonde une dignité humaine partagée, une sorte d'interdépendance de l'humanité fondée sur la compassion, sur la réciprocité.
et qui, d'une certaine manière, pose la question de l'être, de sa juste place dans le cosmos. Il y a par exemple les croyances américaines des populations indigènes, le buen vivir des Amériques, la Pachamama, tout ce qui est hérité des cosmovisions précolombiennes, qui pensent l'univers comme un réseau vivant, tissé de relations, dans lequel l'harmonie finalement prime sur la croissance. Il y a le dharma indien aussi, qui est un universalisme qui commence dans la conscience, qui invite à la transformation du monde par la transformation de soi. En fait, je pourrais continuer jusqu'au petit matin comme ça, puisque je vois dans les nations humaines un inventaire d'une richesse inouïe. Toutes les sagesses qui peuvent s'exprimer par les nations humaines, pour moi, devraient sans doute se manifester dans la construction de l'ordre mondial. Et peut-être que le moment viendra où les nations se rassembleront autour d'un acte politique, une constitution terrestre, peut-être un jour, portée par un récit fondateur qui célèbre l'unité et la diversité humaine, confiante, pacifiée, apaisée. Mais peut-être que pour faire la paix entre elles, les nations doivent d'abord faire la paix avec le vivant. Peut-être qu'elles doivent faire la paix avec l'univers d'abord. Et si la construction de l'unité planétaire ne relève pas seulement de la parole, elle relève en fait de l'autre dimension, celle que j'évoquais au début de cette intervention, je veux parler de la technologie. Le dharma indien. À celui qui s'intéresse à l'anthropologie des sciences et des techniques, comme je l'ai fait pendant plusieurs années, c'est-à-dire quand on étudie la relation de l'humanité avec la technologie, il nous apparaît rapidement que les technologies, depuis l'invention du feu, des transports, de l'habitat, des armes, du smartphone, en fait, les technologies modifient en profondeur, précisément, notre perception de l'espace et du temps. Et par là même, elles jouent un rôle qui est en fait fondamental dans notre perception du territoire, dans le récit que l'on se fait du monde que l'on habite, et donc la construction du regard que nous posons sur l'histoire, sur l'espace et le temps. Alors en 5 minutes, je vais essayer de balayer toute l'histoire de la perception humaine du territoire. Vous le savez peut-être, la préhistoire se découpe en 2 grandes périodes, le paléolithique et le néolithique. Au paléolithique, pendant des millions d'années, notre vision du monde était celle de nomades, chasseurs, cueilleurs, pêcheurs. On vivait de prédation, à l'écoute des astres, à l'écoute du ciel, du monde végétal et des migrations animales. À ce moment-là, notre interaction avec l'univers était précisément mobile, exploratoire. On avait les yeux rivés vers l'horizon, et les figures du pouvoir, justement, étaient surtout animales et féminines. On a retrouvé des sculptures de la terre-mère, des mers nourricières, à travers tout le paléolithique, enfin surtout la dernière partie du paléolithique. Et puis au sortir, donc on vivait comme des nomades, et c'est encore le cas, il y a 1% de la population humaine aujourd'hui qui est encore nomade, ça représente des dizaines de millions de personnes. Et puis il y a 12 000 ans, s'est produit une révolution. Notre vision du monde a évolué progressivement, ça ne s'est pas fait en un jour, qu'on appelle la révolution néolithique. C'est-à-dire que c'est une mutation cosmologique, une mutation de notre récit de l'univers qui s'est produit il y a 12 000 ans, si pervasive, c'est-à-dire qu'elle a agi sur tous les aspects de notre vie et de nos sociétés, si pervasive et si totale qu'elle a recomposé notre rapport à l'univers. Alors on sait où ça s'est passé sans doute au sud de la Turquie, au nord de la Syrie, sur un site qui s'appelle la colline Ventru, Göbekli Tepe, où des groupes humains ont cessé d'être nomades pour la première fois, pour se sédentariser. En fait, pour la première fois, des humains se sont attachés à une terre. Ces sociétés ont produit des récits et des systèmes techniques inédits qu'on est en train de découvrir chaque mois. Les archéologues découvrent que ce lieu était en fait une sorte de mégalopole de la préhistoire, toute proportion gardée puisqu'on était moins nombreux. Mais c'est un site extraordinaire qui non seulement est le lieu où nous avons inventé l'agriculture, mais qui est aussi le lieu où nous avons bâti le plus ancien temple religieux de l'histoire de l'humanité, qu'on voit ici en bas à gauche. Le site de Göbekli Tepe, c'est des stèles de 5 mètres de haut, immenses, qui ont été construites 10 000 ans avant les grandes pyramides.
Ce qui est né à ce moment-là, en fait, c'est la puissance technique. On a appris à ce moment-là, collectivement, et pendant des siècles, on a découvert que les humains se sont mis à domestiquer les céréales sauvages pour pouvoir inventer l'agriculture. À ce moment-là, nous avons organisé notre puissance pour imposer notre volonté sur la terre, sur les végétaux, sur les animaux. Avec l'agriculture est née ensuite l'architecture. On a levé des pierres, comme pour relier précisément la terre et le ciel, comme pour manifester cette transcendance nouvelle après des millions d'années d'émergence. Alors moi, personnellement, je vis dans une région, sud de la Bretagne, où je vis littéralement entouré par des dizaines de milliers de mégalithes qui viennent cet été d'être reconnus patrimoine mondial de l'UNESCO, des dizaines de milliers de mégalithes dont la signification reste inconnue, mystérieuse. Eh bien, moi je fais partie, et je ne suis pas le seul, de ceux qui pensent que ces mégalithes existent pour une raison très simple. Elles pourraient être l'héritage, le vestige de ces sociétés nomades qui sont devenues sédentaires, au moment où ces peuples ont reconfiguré précisément leur vision du ciel et de la terre. Alors qu'est-ce qui distingue les sociétés nomades des sociétés sédentaires ? Eh bien c'est surtout la perception du sol, c'est surtout le récit qu'on fait de la terre. Avec la sédentarisation est venue l'agriculture, puis l'urbanisation. Ce qui a changé entre la période nomade et la période sédentaire, c'est l'usage et l'occupation des sols. Et en conséquence, eh bien, le récit de la valeur a changé. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur ? Où se trouvent les richesses ? En développant l'idée que la richesse se trouve sous nos pieds, dans la terre, eh bien, on développe une vision plus verticale de l'univers. Après des millions d'années de vision horizontale, les yeux braqués sur l'horizon, nous commençons à développer une vision verticale de l'univers. C'est le récit du semeur, c'est le récit de la transcendance, c'est le récit du Dieu créateur, une vision beaucoup plus masculine. Et quand on a développé cette approche de la transcendance technologique, on est devenu producteur, on a domestiqué le vivant, on s'est mis à contrôler le végétal et l'animal, et puis avec l'industrie minière, on s'est mis à extraire les richesses des entrailles de la terre. Et comme on se déplaçait de moins en moins, parce qu'on n'était plus limité par un sac à dos quand on se déplaçait, eh bien, on s'est mis à accumuler de plus en plus d'objets, de plus en plus de biens. Et ce désir de posséder des biens a alimenté à son tour le désir de produire de plus en plus, ce qui, appliqué à la puissance technologique sur les entrailles de la terre, porte le nom d'extractivisme. Et il y a 12 000 ans, l'humanité a commencé à développer une vision de l'univers extractiviste. Nous allons extraire la valeur et la richesse dans l'univers, de l'univers. Et est-ce qu'on est sorti du néolithique ? Est-ce que ça fait 12 000 ans ? Est-ce que depuis 12 000 ans, on est sorti du néolithique ? Ma réponse est non. Ça fait 12 000 ans qu'on est au néolithique. Et en réalité, quand on regarde bien cet état d'esprit préhistorique, archaïque, celui d'une prédation technologique, eh bien cet état d'esprit s'est même plutôt imposé et diffusé à la majorité des peuples et des nations du monde. Pendant la Renaissance, les développements du rationalisme et de la science moderne ont certes permis à l'individu de s'émanciper, mais ce premier humanisme, celui des droits humains, s'est aussi accompagné d'une sorte d'esprit de domination de l'humanité sur l'univers. C'est-à-dire qu'on a placé l'humain tout en haut de l'échelle de la hiérarchie de l'univers. Et nul n'est sans doute plus éloquent à ce titre, et c'est peut-être une phrase qui vous choquera, que Francis Bacon, au XVIe siècle, qui écrivait « La nature sauvage est une femme publique, la nature sauvage est une prostituée. Il faut la mater, pénétrer ses secrets et l'enchaîner selon nos désirs. » C'est l'état d'esprit néolithique dont je parle, tout est là. Une sorte de vision transcendante, celle du semeur, une vision viriliste, où la nature est un objet qu'on domine plutôt qu'un milieu qui nous soigne. Et quand on regarde bien cet état d'esprit, il est partout, il est toujours là. Il est autour de nous. Il court dans les bilans des entreprises, dans l'économie, dans les comptes de résultats, dans les lois de finances.
En 1928, la personne qui est à droite, Jean-Baptiste Say, 1828, dans son cours complet d'économie politique, Jean-Baptiste Say, c'est quelqu'un qui a largement contribué à poser les bases de l'économie moderne. C'est un peu le Adam Smith français. Eh bien, il a affirmé sans trembler, en 1828, que les richesses naturelles sont inépuisables, qu'elles ne peuvent être ni multipliées ni épuisées, et donc, en conséquence, elles ne relèveront pas des sciences économiques. Alors, ça peut paraître complètement fou en 2025, cette phrase, qui paraît insensée, mais quand on regarde bien, dans nos tableurs Excel, dans nos PowerPoint, dans nos politiques publiques, dans nos lois, eh bien, on a encore du mal à penser des comptabilités alternatives, c'est-à-dire des logiciels numériques qui pensent notre relation à l'univers de façon différente, qui intègrent le fait que nous sommes en train d'épuiser la Terre. Et comment ça se manifeste ? Eh bien, ça se manifeste par le fait que les sols que nous foulons, eh bien, nous les croyons infinis, alors que pas du tout. Les sols ne sont pas du tout une ressource renouvelable. Les sols, ça naît de la rencontre entre la roche-mère et des micro-organismes qui viennent ensemble générer 1 centimètre tous les 10 000 ans des sols. C'est la rencontre entre le géo et le bio, entre la terre et le vivant. C'est comme ça que naissent les sols. Eh bien, aujourd'hui, parce que nous lui imposons notre puissance technique, aujourd'hui, les sols disparaissent 10 fois plus vite qu'ils ne se régénèrent. Nos sols sont en voie de disparition. Voilà pourquoi, pour moi, il est urgent, il est nécessaire de sortir vite du néolithique. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est que c'est précisément ce qui est en train de se passer. En 1909, l'humanité a planté son drapeau au pôle Nord pour la première fois. En 1911, l'humanité a planté son drapeau pour la première fois au pôle Sud. À ce moment-là, le poète français Paul Valéry, dans son ouvrage « Regard sur le monde actuel », que je recommande à tout le monde, annonce un immense changement de paradigme. Il écrit « Le temps du monde fini commence ». Ce qui veut dire, c'est que, au moment où, en 1914, les frontières se précisent, c'est à ce moment-là que le système international des passeports se met en place, à ce moment-là, Paul Valéry, en un seul texte, anticipe les formes nouvelles de la mondialisation qui vont devenir le XXe siècle. Le XXe siècle, c'est 2 guerres mondiales. Et à Genève, c'est la Société des Nations, c'est les Nations Unies. Et puis en 1972, avec le premier sommet de la Terre à Stockholm, le rapport Meadows du Club de Rome, l'humanité a pris conscience des limites planétaires et elle a pris en photo pour la première fois son propre monde, une manifestation cosmographique. C'est Blue Marble, c'est la première photo de la Terre que l'humanité a pu contempler. C'est un moment symbolique, il y a 50 ans seulement. En fait, au bout de millions d'années d'émergence, après 12 000 ans de transcendance, pour la première fois s'est manifestée en images la conscience planétaire. Bien sûr, elle existait en germe depuis des décennies, peut-être depuis des siècles aussi, mais elle s'est manifestée aux yeux du grand public. Blue Marble est l'une des photos, peut-être la photo la plus partagée de l'histoire de l'humanité. Mais en même temps, ça ne s'est pas accompagné que de bonnes nouvelles, cette conscience planétaire, puisque nous avons pris alors conscience de l'état réel du monde. On est seulement quelques décennies après le choc de la bombe atomique, eh bien, on réalise à quel point notre emprise technique, possiblement, est en capacité de détruire l'équilibre du monde. Alors, dès les années 70, 73, c'est aussi le choc pétrolier, c'est un retournement. Les mouvements de relocalisation se développent, des récits qui opposent le global et le local, qui appellent à atterrir, à renouveler le contact avec les sols, qui apprennent à réactiver les identités, les traditions, les savoir-faire, les bassins culinaires en Italie et en France, le retour aux produits locaux. Et en fait, à partir de là, depuis 30 ans, 40 ans, une polarisation est en train de s'accentuer. La polarisation des tenants du local contre les tenants du global. Et en 2025, à mon avis, on se trouve précisément dans l'œil du cyclone. Je crois qu'on arrivera à rentrer dans un nouvel âge, le 3e âge, celui qui suivra le néolithique, au moment où on aura réussi à réconcilier les deux, à réconcilier le global et le local, l'universel et le particulier, la terre et le ciel.
Alors la métamorphose qui vient, c'est celle-là, c'est celle de notre relation au lieu. C'est une métamorphose qu'il ne faut pas craindre. Moi, je pense qu'il faut plutôt l'accueillir avec lucidité et confiance. Mais c'est vrai que beaucoup ont à perdre dans cette transition. Ceux qui ont à perdre, ce sont les puissances héritières du néolithique. Ceux qui continuent à gagner de la prédation technologique. Ce sont ceux qui creusent les fossés aujourd'hui, ce sont ceux qui polarisent, ce sont ceux qui excitent les passions, ce sont ceux qui divisent pour mieux régner. Valérie écrivait, dans le texte dont je vous ai parlé tout à l'heure, « Le temps du monde fini commence. Nous devons désormais rapporter à tous les phénomènes politiques cette condition universelle et récente, chacun d'eux représentant soit une obéissance, soit une résistance aux effets de ce bornage définitif et de cette dépendance de plus en plus étroite des agissements humains. » Alors à quoi servent les nations ? Eh bien pour moi, elles servent à choisir. Elles servent à choisir ensemble. On a 3 options devant nous. Soit on retourne au paléolithique, c'est-à-dire qu'on arrête, on débranche la puissance technologique, on coupe le courant, on se replie, on se renferme, et dans ce silence, on essaye de réécouter le monde. C'est une option. Je connais un paquet de personnes qui font la promotion de cette voie. Deuxième option, on reste au néolithique, on continue. J'allais dire, on serre les fesses. On poursuit notre marche en avant. Mais peut-être qu'après la Terre, eh bien, on va se tourner vers l'océan, on va se tourner vers la Lune, on va se tourner vers l'espace. On sera toujours mu par cette espèce d'appétit insatiable, cette espèce de voracité. Est-ce qu'on survivra à cette voracité ? Mais il existe, à mon avis, une 3e voie. C'est la voie d'un nouvel âge qui n'existe pas encore, mais qui est déjà en germe partout. C'est la voie d'un regard systémique, d'une vision du monde qui est à la fois cyclique, dynamique, intégrale. C'est une vision qui réconcilie le global et le local, qui réconcilie l'universel et le particulier. C'est la vision de la résonance. On a besoin, pour qu'elle se manifeste, non seulement de soigner la terre et le ciel, mais aussi de les construire par des récits fondateurs et par un usage éthique et raisonné des technologies. Parce qu'il faut être lucide, nous allons entrer dans un contexte où les mutations du territoire vont être plus rapides que les mutations de la société. Et dans ce contexte, eh bien, ne rien faire, c'est choisir le néolithique. Et tout indique que ces puissances, là, dont on parlait tout à l'heure, les puissances des prédateurs religieux, puissances des politiques, les puissances politiques, les puissances technologiques, qui ont intérêt à diviser l'humanité pour mieux régner, eh bien tout indique que l'un de leurs outils, c'est précisément ce qu'on appelle le nationalisme. Parce que le nationalisme, c'est le meilleur moyen d'affaiblir les nations. Pour moi, le nationalisme, c'est l'ennemi des nations. Le nationalisme, en fait, il sert des puissances qui œuvrent à la disparition des nations. Pourtant, c'est vrai, il est aussi important, urgent même, de raconter les peuples de nouveau, de produire les récits d'émergence dont on parlait, de réconcilier les nations et de raconter tout ce qu'elles peuvent offrir au monde, parce que la nation, c'est ce qui naît. Mais l'ordre du monde de demain ne doit pas occulter l'impératif de réguler par le droit, par l'éducation et par la norme cette puissance technologique colossale. Celle qui transforme et qui vide les territoires aujourd'hui, mais aussi, et c'est tout aussi urgent, celle qui transforme et qui vide les esprits. Au bout de 12 000 ans de néolithique, la puissance technologique humaine est devenue colossale, mais même à l'échelle de l'univers. Dans l'univers, les astrophysiciens n'ont jamais découvert une puissance d'entropie, ça veut dire une puissance de capacité à générer du chaos avec la matière, aussi puissante que l'humanité. Un être humain égrène par sa puissance technologique de l'énergie avec une efficacité qui est 200 000 fois supérieure à notre Soleil. C'est-à-dire que si un être humain faisait la masse du Soleil, il rayonnerait 200 000 fois plus. Eh bien, cette technologie... Ah, il me manque ma conclusion. Ah non, je l'ai là. Eh bien, cette technologie, justement... Si, quand même.
page 22. Cette technologie, elle est en train de nous couper de la réalité, elle est en train de nous couper de nos propres sens. On est en train d'oublier la pluie dans la montagne, on est en train d'oublier l'odeur des forêts, on est en train d'oublier le vent sur la mer. En fait, cette technologie, elle est en train de nous couper de notre propre réalité. Et si je vous partage cette vision singulière de l'espace et du temps et des nations, c'est peut-être parce que moi-même, je suis né, comme vous, dans un moment charnière, un moment de paix, un moment privilégié. Personnellement, j'ai reçu de mes parents une part égale de ciel et de terre, du monde rural et du monde marin. Je me vois parfois un peu dans mon travail comme un trait d'union entre le monde rural et le monde urbain, entre l'Orient et l'Occident, entre ici et partout finalement. Et j'ai grandi avec l'idée, on m'a éduqué avec l'idée que le monde dans lequel on vit est une possibilité, c'est un potentiel. C'est la promesse d'une aventure. C'est en fait une infinie richesse dans un enclos fragile où tout est lié. Alors c'est peut-être pour ça que je veux croire que les nations sont un trait d'union. Ce sont des mégalithes, quelque part, qui sont dressés vers le ciel pour nous aider à trouver notre juste place dans l'univers. Le nouvel humanisme, celui qui répond au premier humanisme, pour moi, ce ne doit plus être celui qui place l'humanité au centre de toute l'attention. C'est celui qui croit plutôt en notre capacité à changer, notre capacité à apprendre, à évoluer, notre capacité à trouver notre juste place entre la terre et le ciel. Pour le faire, il faudra penser le territoire non plus comme un objet, mais comme un sujet. Il faudra penser non plus le territoire comme un outil, mais comme un milieu. Il faudra penser non plus le territoire comme un stock, mais comme un flux. C'est de cette façon seulement qu'on sortira du néolithique et qu'on amènera ce nouvel âge, ce qui passe par un nouveau regard sur les nations. Et j'y crois, parce que c'est déjà tout en germe dans les entreprises, dans les gouvernements, les organisations internationales que j'ai déjà l'occasion de le fréquenter. Et le fait que nous soyons réunis ici le montre. Le fait que la semaine du climat existe à Genève le montre. Je crois que l'humanisme, c'est ne pas cesser de croire en l'humanité. Ce n'est pas placer l'humanité sur un piédestal, c'est ne pas cesser de croire en elle. Parce que je crois qu'on est capable de tout, y compris du meilleur. Alors, à vous, messieurs, dames, qui représentez les nations, à vous qui représentez l'avenir, chers étudiants, à vous qui habitez ici, dans la Cité de la Paix à Genève, je vous remercie de votre attention.